Bonjour Chelsea. Bonjour. Chelsea, je suis ravie de te recevoir dans ce premier épisode du podcast Thune qui est filmé. Alors je vais te présenter un peu. Toi, tu es la papesse. La papesse, carrément. Papesse, la femme du pape. Si tant est qu'il puisse avoir une femme. Okay. Voilà, la femme pape, en fait. La femme pape. La femme pape. Des finances personnelles aux États-Unis. Tu as 1,3 million d'abonnés sur YouTube avec ton site, ton média, The Financial Diet. Tu as 840 000 followers sur Instagram et tu décortiques tous les sujets d'argent avec un prisme féministe, politique et aussi pratique. Oui. Ouais. Donc, il y a des articles, des vidéos, des podcasts, des ateliers, des newsletters, même des rendez-vous avec toi. Et en général, quand je reçois les gens dans ce podcast, je leur demande est-ce que ça te gêne de parler d'argent? Et toi, je vais te poser la question inverse. Est-ce que t'en as pas marre quelquefois de parler d'argent? Non, ça m'intéresse toujours autant. Franchement. En fait, souvent, je trouve que quand les gens parlent d'un sujet, ils évitent totalement le côté financier du sujet, alors que tout tourne en quelque sorte autour de l'argent. On n'en parle jamais, on parle juste de tout ce qui est autour, en fait. Et moi, j'ai toujours envie de creuser dans cette partie financière, en fait. Aux États-Unis, je pense on a peut-être plus d'ouverture autour de l'argent, mais c'est toujours d'un point de vue un peu braggy, genre il se la pète quoi. S'il va te parler d'argent, c'est souvent pour t'impressionner ou pour souvent on aime bien montrer les deals qu'on a eu. Enfin moi le nombre de fois où je raconte le deal que j'ai eu sur mon mortgage. C'est quoi mortgage? Mortgage, c'est le prêt pour acheter une maison. Oui. Mais j'ai acheté à New York en pic Covid, donc c'était pas cher du tout le prix, et en plus les taux d'intérêt aux États-Unis c'était à 2,5%, un truc comme ça. Donc en fait, j'ai l'impression d'avoir eu une maison gratuite, si tu veux. Et là, je pense que même si on n'est pas impliqué dans l'argent comme moi je suis, on a quand même plus d'ouverture sur le sujet, mais pas toujours d'une bonne façon. Alors qu'en France, j'ai vraiment l'impression que, surtout quand on a de l'argent, on n'en parle quasiment jamais. C'est vu comme étant très tabou. Et je pense que c'est souvent parce que vous avez quand même, j'ai l'impression, beaucoup plus de classe sociale qu'on a aux États-Unis. Nous, on est beaucoup plus dans le self-made man et tout ça. En France, j'ai vraiment l'impression que l'argent, c'est la discrétion surtout. Et on ne parle pas de classe, on ne parle pas des moyens, on ne parle pas de salaire, de rien de tout ça. Et c'est pas que ça m'agace quand je vois des gens qui ont clairement beaucoup d'argent mais qui n'en parlent pas, c'est que je trouve ça dommage en fait. Je trouve ça dommage parce que souvent c'est là où il y a les choses les plus intéressantes et parfois les plus émotionnelles aussi. C'est une des raisons pour lesquelles on a créé ce podcast, Thune. C'est effectivement comprendre comment tout ça s'articule. Tu dis en France on en parle moins, et il y a plus de discrétion autour du sujet. On peut aussi présupposer qu'on est une société où l'héritage compte beaucoup et oui. Que, de fait, tu connais les complexes de légitimité par rapport à l'héritage qui ne s'inscrit pas dans une optique de méritocratie, de self-made, etc. Et donc, on peut imaginer que cet argent, on n'en parle pas pour ces raisons-là aussi. Après, je pense qu'en France, en général, vous avez quand même une dynamique de discrétion en général. Une pudeur. Ouais. Une pudeur, tout à fait. L'autre jour, d'ailleurs, j'étais avec ma belle-sœur qui est brésilienne et enfin moi je suis américaine, donc aucune des deux, on est française. Et on a vu une dame un peu plus âgée qui avait un style incroyable, les vêtements, la coiffure, enfin son port, elle dégageait quelque chose. Et on lui a dit, on l'a arrêtée, on a fait mais excusez-moi, on ne veut pas vous déranger, mais vous êtes vraiment magnifique et tout. Mais elle était choquée, quoi, mais d'une bonne façon, en disant on m'a jamais fait ça, etc. Et je pensais au début que c'était peut-être parce que, je sais pas, elle est plus âgée et les femmes, on a tendance à les oublier peut-être à partir d'un certain moment. Mais une copine me disait, bah non, en fait, en France, on fait jamais ça. On s'exprime pas de cette manière, même quand on voit quelqu'un qui
a un style, enfin, qui a fait quelque chose d'impressionnant, intéressant, enfin, même côté pro, côté perso, enfin, on en fait des compliments, mais c'est beaucoup plus rare. On fête moins les choses de nous-mêmes, mais aussi des autres, en fait. Et donc, j'ai l'impression que, et oui, aux États-Unis, ça peut très souvent mal tourner, et on devient très ostentatoire et tout, mais je trouve que c'est un peu dommage parfois de ne pas fêter un peu plus la vie, peut-être. C'est vrai que, en tout cas, ce que j'ai vu des États-Unis, oui, c'est cette espèce de glorification du succès, ce côté you are amazing, c'est too much. Mais oui. C'est vrai qu'en France, on est peut-être sur le. Je trouve qu'il y a un juste milieu entre les deux. Il y a un juste milieu. Intéressant. Alors, moi, dans ce podcast filmé maintenant, je demande toujours aux invités donc de là d'où ils viennent. Et donc, j'aimerais que tu me dises un petit peu, toi, dans quel milieu tu as grandi, de quelle catégorie socio-professionnelle tu viens, tu es issu, et qu'est-ce qui t'a de fait amené à créer The Financial Diet? J'ai grandi dans le sud des États-Unis, déjà, sud-est, issue de famille de classe moyenne inférieure. Ma mère était prof d'école. Et aux États-Unis, je sais qu'en France, ça ne gagne pas des tonnes d'argent, mais aux États-Unis, encore moins. Et mon père, il est dessinateur, mais en freelance. Donc, peut-être qu'il y a des dessinateurs qui gagnent énormément d'argent, mais ce n'était pas notre cas. Donc, surtout quand j'étais toute petite, niveau argent, c'était vraiment, ça n'allait pas du tout, en fait. Et c'était très stressant, en fait. Et je me souviens, parce que j'étais fille unique pendant 7 ans. Après, il y a eu ma sœur, mais pendant très longtemps, j'étais seule. Donc, je me souviens qu'au début, c'était juste moi et les parents, en fait. Et je ne sais pas, est-ce que tu es la fille aînée? Ouais. Enfin, moi, j'aime dire que les filles aînées, c'est les unpaid interns of the world, les stagiaires non payés du monde. mais donc, du coup, j'étais assez sensible à ces problèmes d'argent. Et puis, quand j'avais 12 ans, on a déménagé, on est allé dans un autre État et on a vécu dans une ville qui tourne autour de la voile, en fait, les bateaux. C'est un peu la capitale de ça aux États-Unis. Et donc, ce qui va avec ça, c'est beaucoup de riches, en fait. Bien sûr. C'est pas un sport de pauvre. C'est pas un sport de pauvre. Quoique, franchement, c'est drôle parce que c'est pas... Les pauvres n'ont pas de bateau, mais c'est souvent les gens un peu pauvres qui font tourner les bateaux, en fait, qui bossent sur les bateaux des riches. Donc, moi, j'ai bossé dans des yacht clubs. Enfin, j'étais à un lycée où c'était pas du tout rare de voir un élève qui, pour ses 16 ans, va recevoir un BMW ou un truc comme ça. Donc, en fait, alors qu'on était un peu plus sécure financièrement, on était entouré de classe moyenne supérieure, voire des riches, en fait. Et pour moi, en fait, même quand on était au plus pauvre, on était dans un quartier de pauvres, en fait. Donc, j'avais l'impression de... Autant j'ai toujours été sensible à l'argent et aux problèmes d'argent. En étant ado, j'étais vraiment torturée par l'écart que je ressentais entre moi-même et les autres autour de moi et souvent les gens pour lesquels j'ai travaillé. Et donc, en fait, au final, c'est une longue histoire, mais j'ai fini par m'endetter beaucoup sur les cartes de crédit en essayant d'avoir une vie un peu différente. Notamment, j'ai acheté des billets pour venir en France, des trucs comme ça, des fringues, des sorties, des restos. Mais à plus de 18 ans. Plus de 18 ans. Et puis, entre 18 et 22, c'était un peu la folie. J'ai passé une partie de ça en France, plusieurs années, mais je vivais avec un vrai niveau d'insouciance par rapport à mon avenir financier. Genre, je mettais tout sur des cartes et puis je ne les payais pas. Ce que je voulais, ce que je cherchais, c'était des choses, en fait. C'était des choses qu'on puisse acheter. Et en fait, ce que je voulais vraiment, c'est d'avoir cet argent, mais de ne pas le dépenser, d'avoir cette sécurité financière. C'est ça que je cherchais. Mais un enfant ou une ado, elle connaît pas ça. Enfin, elle connaît pas la différence, si tu veux. Donc, je suis arrivée à une phase où, en fait, j'avais plus de compte bancaire parce que je devais de l'argent aux banques. J'avais plus de carte de crédit. En fait, j'étais totalement bloquée financièrement et ça m'empêchait de grandir, d'évoluer. Et pendant ce moment-là, j'ai commencé à publier des articles sur Internet qui ont commencé à marcher. Et à base de ça, en 2012, j'ai vendu mon premier livre. Et donc, avec cette petite somme d'argent, parce que c'était pas assez pour vivre, mais c'était quand même assez pour, par exemple, payer quelques dettes, je me suis pour la première fois intéressée à l'argent de manière constructive, mais aussi à un avenir potentiel, si tu veux.
Et à partir de là, j'ai construit The Financial Diet, qui était au début une façon pour moi de traquer mon progrès sur l'argent de manière publique. Et après, c'est devenu une média, quoi. Ouais, c'était un blog au début. C'était un blog perso. Moi, je suis Chelsea, j'ai des problèmes avec l'argent, quoi. C'était tout à fait ça, le premier post. Dans tes vidéos, tu abordes plein de thèmes assez variés, donc souvent très concrets. Je vais en citer quelques-uns. Comment savoir si mon rapport au shopping est problématique ? Oui. J'ai grandi pauvre et maintenant j'ai de l'argent. Qu'est-ce que je fais ? Donc, ça raconte qu'effectivement, on n'adopte pas une mentalité de riche du jour au lendemain. Non. Je suis célibataire, sans enfant, petit salaire, endetté. Comment ne pas désespérer ? Épouser le mauvais homme sera votre pire décision financière. Lui, je l'adore. Est-ce que je dois quitter mon mari parce qu'il vote Trump ? Donc là, c'est tes petites incursions politiques. On parle beaucoup politique aussi. Beaucoup politique. Est-ce que mon amie fauchée est jalouse de moi ? Et comment arrêter d'être cheap ? Cheap, c'est radine. Et chose plus surprenante, effectivement, il y a aussi des conseils de type des conseils domestiques. Alors ça, c'était un petit peu la base de ton blog. Pour se sentir bien, dans une maison bien tenue, acheter les bons ingrédients pour cuisiner sans se ruiner. Moi, j'aime beaucoup ce côté hyper terre-à-terre. Et quand on parle d'argent, effectivement, je pense qu'il ne suffit pas d'être soit dans les conseils financiers ou dans les hautes sphères intellectuelles de l'argent. Enfin, ça existe aussi, c'est super intéressant, mais j'aime beaucoup ce côté aussi très terrien de comment on fait au jour le jour. Oui. Alors ce que je vois, c'est que toi, tu ne parles pas spécialement d'enrichissement. J'ai l'impression que ta quête, en tout cas, c'est plus une recherche de justesse, d'équilibre. De satisfaction. De satisfaction. Oui, tout à fait, parce que comme j'ai dit, aux États-Unis, je pense qu'on a plus d'ouverture sur le sujet de l'argent, mais souvent, d'un point de vue success, faut toujours avoir plus, faire plus. Enfin, on est très dans la croissance, en fait, aux États-Unis, en général, dans quasiment tout ce qu'on fait. Et on sait très bien, il y a une expression, un concept qui s'appelle the hedonic treadmill. C'est un concept qui est à la base concept de psychologie, mais ça parle beaucoup ça s'applique beaucoup à nos vies financières, dans le sens où, en fait, le concept de base, c'est ce qu'on avait hier et ce qui était vraiment génial hier. Aujourd'hui, c'est les bases, en fait. Et demain, ce ne sera pas assez. On peut voir ça très facilement dans, par exemple, je ne sais pas, si on voyage, le genre d'hôtel dans lequel on dort, enfin, ou ces choses-là. Et en fait, si on ne fait pas un effort dédié pour sortir de là et pour vraiment fixer des limites et essayer de savoir à quel moment on a assez, ça ne s'arrête jamais, en fait. Et on parle souvent dans les médias aux États-Unis, par exemple, des familles qui gagnent plus de 500 000 $ par an, mais qui se sentent fauchées. Et on regarde leur bill de tous les mois. Oui, école privée pour plusieurs enfants, plusieurs vacances par an, plusieurs maisons, plusieurs voitures. Enfin, oui, évidemment. Mais t'es pas vraiment fauché. C'est juste que tu vis au-dessus de tes moyens. Et en plus, t'es jamais satisfait, en fait. Et ça crée une sorte de purgatoire émotionnel et financière. Et donc, pour moi, en fait, je trouve que ce concept d'enrichissement, c'est... Oui, jusqu'à un certain niveau, c'est essentiel. Ça, on sait très bien, il y a Maslow's Hierarchy of Needs. Si tu n'arrives pas à manger, à t'héberger, à faire des choses qui sont, par exemple, aux États-Unis, beaucoup moins subventionnées, beaucoup moins protégées, même l'assurance santé et tout ça, oui, il y a des choses de base qu'il faut, mais à partir d'un certain moment, on sait très bien que plus n'emmène pas forcément à plus de bonheur, plus de satisfaction. Et pour moi, l'objectif, c'est de racheter son temps, de racheter sa liberté, de racheter du temps de qualité avec les gens qu'on aime. Parce que, je ne sais pas en France, mais aux États-Unis, alors que on a tendance à penser que les riches qui peuvent se payer plusieurs vacances par an, plusieurs maisons, etc., ils prennent beaucoup de time off, et ils font beaucoup d'activités de loisirs, etc. En fait, c'est l'inverse. On voit très souvent que c'est les gens les plus riches qui travaillent le plus. Et c'est pas lié dans le sens où ils méritent cet argent parce qu'ils travaillent tellement. En fait, ils travaillent beaucoup trop, alors que ce n'est pas nécessaire, mais leur identité est tellement liée, fusionnée avec leur vie professionnelle et leurs moyens financiers, qu'ils
ils ne peuvent plus se déconnecter pour apprécier tout ce que leur argent peut acheter, en fait. Et c'est ça que je veux éviter à tout prix. Hein. Oui, c'est cette espèce de course en avant. Bon, effectivement, très américaine, mais c'est quand même en train d'infuser un petit peu le reste du monde. Hein. Moi, j'étais fille au père en France. Hein. Les couples avec beaucoup de moyens, à Paris surtout, ça bosse aussi. Hein. Ça bosse aussi. Bien sûr, non, mais oui. Mais de toute façon, on y reviendra. Toi, tu as instauré la semaine de 4 jours dans ton entreprise, donc tu vas jusqu'au bout de tes convictions. Donc, ce que j'entends, en fait, c'est se dire finalement, quand tu parles de satisfaction, c'est réussir à être content avec ce qu'on a, qui serait peut-être une des formules du bonheur tout court, même pas du bonheur financier, d'être satisfait de ce qu'on a sans se dire non plus je suis un sous-gagnant et je me satisfais d'un truc un peu tout pété parce que c'est pas l'enjeu, mais réussir quand même à jouir de ce qu'on a. Et puis, quand toi tu parles d'argent, et je pense que c'est ce qu'on fait aussi, c'est aussi l'analyse quand on interroge des gens d'un système de valeurs, de leur système de valeurs et comment on peut un petit peu le déconstruire, quoi. En fait, pour moi, si tu es quelqu'un qui a beaucoup d'argent dans un système, et oui, c'est pire aux États-Unis, mais c'est le cas en France aussi, avec autant d'inégalités, autant de souffrances, autant de gens qui n'arrivent pas à payer les bases, ne pas en parler d'argent, je trouve que c'est lâche, en fait. Je trouve que c'est très, très lâche de la part des gens qui l'ont, parce que ça crée cette fausse ambiance de on est en 2025, on est quand même une société sans classe sociale, on est tous pareils, etc. Et aux États-Unis, par exemple, mais même en France, dans une école de commerce, tu peux avoir 2 élèves. D'un côté, tu as quelqu'un qui s'endette à 50 000 euros pour payer son diplôme, qui bosse tous les week-ends, qui va vraiment galérer pour trouver un boulot après. Et tu as l'autre en face qui a tout payé par les parents. Ils vont sortir le week-end et penser qu'ils sont égaux, en fait. Et je trouve que c'est du gaslighting d'une certaine manière. Et je trouve que pour moi, en fait, essayer de changer ces valeurs, c'est en partie aussi changer la psychologie autour de l'argent. Parce que c'est souvent le cas, au moins aux États-Unis, où ça devient soit une obsession, soit un tabou. Et pour moi, la vérité, c'est au milieu et c'est surtout avec la transparence. Ce que j'aime beaucoup, c'est que tu t'attaques aussi à des habitudes un petit peu ancrées dans la culture américaine. Par exemple, avec cette vidéo qui dit « Non, vous n'avez pas le droit de ruiner vos demoiselles d'honneur ». Oui, ouais, tout à fait. Les demoiselles d'honneur, lors des mariages. Et tu t'attaques aussi pas mal au mariage. Oui. Vous n'êtes pas obligé de dépenser 100 000 euros pour votre mariage. 100 000 $ pardon, pour votre mariage. Parce que c'est une culture et c'est un peu le cas aussi en Europe. Quand on regarde les chiffres autour des mariages, ça a explosé ces 20 dernières années. Et pour moi, c'est devenu incompréhensible, en fait. J'ai discuté l'autre jour avec une copine. Elle a dû dire non à un mariage parce que c'était au Mexique, hôtel, 5 étoiles, sur la plage, 4 jours. Et elle a dit, on a regardé les budgets avec mon mari. Ça aurait été genre 3 500 $. 3 500 $. Et en plus, j'avais déjà fait l'enterrement de vie de jeune fille. Enfin, à un moment, il faut dire non, quoi. On a aussi des priorités, on a aussi des budgets. Mais je trouve que ça a été tellement banalisé de demander ce genre de sacrifice financier aux gens. Et c'est ça que je veux mettre en question parce que en fait, quand on est dans la position de dire, en fait, non, je ne peux pas payer ça, et en plus, c'est absurde. Enfin, tu ne dis pas comme ça, mais quand tu es dans cette position-là, c'est toi qui te sens gêné, en fait. C'est toi la mauvaise personne. C'est toi qui vas décevoir. Alors que ça aurait dû être tabou de même demander ça à quelqu'un. Et donc, pour moi, je trouve que il y a beaucoup de choses qui se jouent là-dedans, mais notamment cette légèreté avec laquelle on prend les impositions financières qu'on met sur les amis, les proches, etc. Je trouve ça abominable. Abominable. Et c'est aussi, encore une fois, quand on parle de mariage, comme quand on parle de beaucoup de choses, on a tendance à éviter la partie financière. On va parler de la robe, on va parler du lieu, la musique, du gâteau, etc. Mais on ne parle pas d'argent. Mais tout ça coûte de l'argent. Tout tourne autour de l'argent, en fait. Et pour moi, en fait, quand on évite ce sujet, ça me rend folle. J'ai envie de creuser. J'ai presque envie de mettre les gens mal à l'aise en posant des questions pointues. Tu es la personne qui demande « mais combien ?»
Combien ça coûte ? Bah oui, et notamment, quand parfois, moi, je le ressens tout le temps avec ma vie à moi déjà, parce que je mène une vie extrêmement privilégiée. Moi, je suis la seule de ma famille qui vit de cette manière. Ils sont là, waouh, Rockefeller. C'est dingue. Je passe l'été en France. C'est absurde. J'aurais jamais pu rêver ça. Et donc, je me le fais tout le temps à moi-même. Mais souvent, quand j'entends une histoire où il y a le personnage invisible, ce qui est beaucoup d'argent, j'écoute cette histoire et parfois, à la fin, je suis là... mais c'est formidable quand même. C'est extraordinaire. Quel luxe, quel privilège. Parce que, je sais pas, pour moi, ça me frappe toujours autant aujourd'hui comme il y a 10 ans. Alors, ce que j'aime aussi dans ton média, c'est que tu déconstruis également des injonctions ou un peu des idioties qu'on peut voir inspirantes, genre sur les réseaux sociaux, par exemple. Alors, je suis allée chercher là un vieil article, mais je l'adore. Tu zigouilles. Zigouiller, c'est... Ça veut dire quoi ? Une Instagrammeuse voyageuse qui dit voyager, on ne vit qu'une fois, ne vous souciez pas de l'argent, vivez l'instant présent, etc. Alors que très clairement, elle vient d'une famille aisée et qu'elle a toujours eu un filet de sécurité, quoi. Et ce qui est écrit, j'imagine que c'est toi qui l'as écrit, mais c'est peut-être une fille de ton équipe, mais c'est du porno aspirationnel. Et j'adore que tu remettes un petit peu ça au centre de ton discours, qui est de dire mais il faut arrêter de vouloir inspirer à tout prix, tout ça ça a un coût, on parle pas du même endroit, non, tout le monde ne peut pas voyager, ne peut pas partir sac à dos pendant 2 mois faire le tour du Pérou, quoi. On a tendance à mélanger par exemple le fait d'avoir voyagé avec le fait d'être cultivé. Voyage ne veut pas dire culture, mais en plus, quel classisme en fait, de dire parce qu'une personne peut non seulement avoir l'argent pour faire ça, avoir le time off pour faire ça, etc., que cette personne est plus cultivée, connaît quelque chose que toi tu peux pas connaître. Je trouve ça abominable en fait, abominable. Et oui, il y a aussi le côté aspirationnel et il y a énormément de gâchis et énormément de superficialité dans cette manière de voir les voyages. Mais c'est aussi, en fait, avec beaucoup d'achats et beaucoup de dépenses, on essaie d'exprimer quelque chose sur nous-mêmes. Bon, il y a des gens qui voyagent sans mettre ça sur les réseaux sociaux, mais c'est souvent sur les réseaux sociaux. Notre façon de rendre le concept même du voyage en produit de luxe et en produit de consommation, pour moi, même si il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de bien dans le fait de voyager, ça banalise et ça vide ce qu'il y a de vraiment enrichissant dans cette activité. Parce que, par exemple, le nombre d'Américains qui vont passer chaque année au Mexique, mais pour rester dans des trucs 5 étoiles, pour ne jamais quitter l'hôtel, ils apprennent aucun mot de espagnol, alors que, je suis désolée, mais moi je vais à New York. Si je veux passer une journée d'immersion en espagnol, je passe à Washington Heights. Enfin, moi je parle espagnol parce que ça se parle tous les jours chez moi, en fait. J'ai même pas besoin de voyager pour apprendre ça et apprécier ça. Et donc, du coup, je pense que ce qu'il faut faire, c'est vraiment déconstruire ce qu'on veut déjà en tirer du voyage, mais aussi ce qu'on veut en dire sur nous-mêmes avec ce voyage. Parce que c'est souvent plus sur l'identité que sur l'acte en soi, en fait. Oui, c'est toujours ça. On est toujours dans la déconstruction. Quand on parle d'argent, on est dans une sorte de déconstruction de ce qu'on montre aux gens, de son lifestyle et de son système de croyances et de valeurs. Oui. D'ailleurs, je me posais cette question. Moi, j'ai un petit peu de mal avec tout l'univers du développement personnel et je me disais finalement, est-ce que parler de son rapport à l'argent, on est dans le développement personnel ou est-ce qu'au contraire, on est dans l'anti-développement personnel et on arrête tout le bullshit inspirationnel pour revenir à la source et là-dessus, on peut construire quelque chose qui éventuellement peut nous faire croître dans notre rapport au monde. Je pense qu'il faut avoir les deux. Il faut avoir les deux. Il faut avoir le concret et le côté un peu bullshit, si tu veux. Mais pour moi, comme j'ai dit tout à l'heure, l'argent est très émotionnel.
et très... c'est presque spirituel par moments, la façon dont on interagit avec l'argent. Et tu sais, un des premiers articles chez nous qui est devenu viral il y a presque 10 ans, c'était « The woman you want to be is rich ». Et en gros, c'est... moi, je prenais, on va dire, 4-5 stéréotypes d'une femme très aspirationnelle. De toutes sortes, ça peut être la femme carrière, New York, businesswoman, girl boss, etc. Ça peut être la femme plutôt hippie en Californie du Nord avec ses wind chimes, qui fait de la randonnée tous les week-ends, enfin voilà, et ainsi de suite. Mais en fait, dans chaque image qu'on a de ce qui est aspirationnel pour une femme, admirable pour une femme, etc., le sous-entendu, c'est qu'elle est au moins aisée financièrement. Ouais. Que l'argent ne rentre pas dans cette histoire, que ce n'est pas un souci. Et même quand on lit de la fiction, quand on regarde les films, les séries, c'est tellement rarement abordé, les vrais sujets d'argent. Même quand on va parler de quelqu'un qui est superficiellement de classe moyenne, voire même de classe moyenne inférieure, il mène une vie où clairement l'argent n'est pas un souci. Et même, par exemple, moi je vis à New York, souvent je déteste les livres qui se passent à New York, parce que c'est clairement écrit par quelqu'un qui ne connaît pas la ville et qui décrit avec l'appartement, le quartier, le style de vie quotidien, etc., qui décrit une millionnaire en fait. Sauf que c'est une femme de 25 ans qui travaille dans une boulangerie. Non, non en fait, c'est pas juste de la fiction, c'est de la fantaisie en fait. Mais en fait, on a vraiment tendance à admirer ou à envisager tout ce qui est autour de l'argent sans jamais nous poser la question de comment c'est possible financièrement, comment ça se fait de manière pragmatique. L'exemple, je pense, le plus connu de la planète aujourd'hui sur cette dichotomie entre ce qu'on montre sur un écran et puis la réalité, c'était Sex and the City, on s'en souvient. Mais c'est hilarant d'ailleurs. C'est hilarant et j'adore cette série qui l'aime pas. Mais enfin, par contre, je regarde pas And Just Like That, je peux pas. Ah bah moi j'adore quand même. C'est vrai. Je trouve ça hyper guilty. Je trouve que tout est mauvais, mais je l'adore quand même. Bah, tout le monde dit que c'est vraiment la pire série. C'est vraiment mauvais. Ouais. Mais tout ça pour dire que non, en fait, oui, effectivement. Et pour moi, la meilleure épisode, c'est celle où elle a des problèmes d'argent. Elle doit racheter son appartement. Ouais. Et pour la première fois, on commence à s'interroger sur le sujet financier. Et après, c'est un sitcom, donc c'est résolu en 20 minutes. Mais c'était quand même vachement intéressant. Et pour moi, je trouve ça dommage qu'on ne rentre pas plus dans ces questions-là. Il y a, je trouve, dans ton approche de ce sujet-là, un truc assez badass, en tout cas un truc très... c'est très féministe. Hein. D'ailleurs, tu reçois principalement des femmes, en fait. Enfin, que des femmes, je crois. L'équipe, c'est que des femmes. 99% du temps, on interviewe que des femmes. Enfin, c'est que des femmes, quoi. Ouais. Et tu réponds aussi aux questions de tes auditrices. Oui. Tu donnes ton avis. C'est quoi les questions qui reviennent le plus ? C'est soit des trucs très basiques, comme je veux acheter une maison, c'est quoi les premières étapes, ce genre de choses. Soit des questions existentielles où 9 fois sur 10, la réponse est quitte ton mari. Ouais. Parce qu'en fait, bon, après, ça, c'est un autre sujet, mais c'est un truc qu'on trouve souvent, en fait, quand on creuse dans les problèmes financiers professionnels, de lifestyle, etc., des femmes aux États-Unis. On arrive très vite souvent à ton mari c'est un loser en fait, il t'aide pas à la maison, vous faites 50-50 financièrement, mais toi tu fais tout à la maison. Enfin, c'est souvent des sujets comme ça. Aujourd'hui, un peu moins en France, mais c'est quand même le cas en France. Ouais. Mais aux États-Unis en fait, c'est vraiment un enjeu perdant pour les femmes, se marier et avoir des enfants. On peut regarder des chiffres, par exemple, quand on a fait cette vidéo sur Marrying the wrong man will be your worst financial decision, une femme qui se met en couple, qui vit avec son homme, en dehors des enfants, elle va faire en moyenne 7 heures de plus de tâches ménagères par semaine. Et l'homme va faire exactement la même qu'avant. C'est-à-dire pour elle, c'est négatif en fait, vivre avec lui. C'est pas un partenaire qui rend les choses plus faciles, ça coûte plus de travail au quotidien, en dehors des enfants. Et, soyons clairs que ces femmes-là, elles travaillent aussi. Souvent, elles gagnent autant, voire plus que l'homme. Mais on a quand même ce système, cette notion de ce que c'est un couple hétérosexuel qui date des années 50, quoi.
Et donc pour les femmes, c'est souvent perdante des deux côtés. Franchement, c'est dur. Hein. Tu as cité pas mal de titres et beaucoup venaient de mon podcast que je fais avec une copine qui est aussi dans la finance, où on répond effectivement aux questions. Et le nombre de fois où j'ai dit dans ce show, quitte-le ce bâtard, enfin, il est naze. Tu le dis? Oui. Enfin, j'allais dire pas exactement de cette manière-là, mais si, parfois de cette manière-là. Mais non, ça revient là parce que le truc, c'est que tu serais mieux. On a les statistiques pour savoir que tu serais mieux toute seule. Mais ça, c'est une voix qui est en train de s'élever en France. C'est vrai? Ouais. Le fait que... Mais c'est assez récent. Le fait que... On a eu des études sur le fait que les femmes célibataires... célibat choisi étaient souvent plus heureuses. Écoute, autant j'adore la France, j'adore les Français, je trouve que le dynamique des couples hétéros en France, même dans les couples bobo, gauche, 11e et compagnie, je trouve que c'est pas juste du tout. Hein. C'est pas fair, c'est pas équilibré. C'est misogyne en quelque sorte. Enfin, c'est misogyne. C'est sexiste. Il y a beaucoup de féministes à l'œuvre qui essayent d'améliorer tout ça et qui en parlent beaucoup, beaucoup sur les réseaux, j'imagine. Tant mieux. Aux États-Unis et comme ce que tu Allez-y. fais. C'est quoi les grosses tendances aux États-Unis? J'ai vu que tu parlais de la Gen Z qui avait un sujet avec le rapport au travail, par exemple. Oui. Écoute, la blague, le cliché, c'est que Gen Z ne veut plus travailler. Après, il y a énormément de nuances dans cette conversation parce que déjà, il y a eu le Covid qui a totalement bouleversé la relation avec le travail en personne et tout ça. Là, je parle des États-Unis. Mais on a aussi, clairement, on arrive à un point où on met en question tout le système, en fait. Qu'est-ce que ça nous apporte? On s'endette à des centaines de milliers de dollars pour des diplômes qui ne rapportent pas forcément de job. Et même si on a un job, c'est tellement mal payé qu'on n'arrive pas à non seulement rembourser les dettes, mais un jour acheter une maison, faire des trucs qu'on nous a été promis. Et nouveau paramètre, il va peut-être sauter avec l'IA en plus. Tout à fait. Donc, et en plus, moi, je fais partie de la génération plutôt girl boss, où on était très orienté carrière et très... on s'identifiait énormément avec notre vie professionnelle. Et moi, c'est toujours mon cas. Enfin, j'adore ce que je fais. Mais on était vraiment très orienté carrière. Et ça ne nous a pas aidé plus que ça, en tant que femmes. Et je pense que pour la génération des femmes qui suit, la question, c'est à quoi ça sert, en fait, de mettre non seulement toutes nos horaires, mais toute notre identité dans cette vie professionnelle qui ne va pas augmenter notre qualité de vie, qui ne va pas nous rendre plus heureuses, etc. Donc, il se pose énormément de questions sur la vie professionnelle. Et je pense que c'est... oui, il y a des problèmes parfois. Parfois, ça peut être un peu fatigant dans le contexte professionnel. Mais je pense que dans l'absolu, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, mais ça marche aussi de pair avec une montée en puissance des tradwives. C'est quand même un vrai phénomène chez vous en ce moment, ça. Oui. Et qui fonctionne également avec la montée du masculinisme. Oui, l'extrême droite, quoi. C'est clairement... ça a du succès chez nous, ça a du succès. Après, est-ce que en regardant les chiffres, c'est autant un phénomène qu'on le pense? Pas vraiment. Pas autant que ce qu'on... Non, parce que quand on regarde les chiffres à l'échelle nationale, les femmes font beaucoup moins d'enfants. Point. Et plus tard dans la vie, et elles bossent en général, elles sont obligées de travailler, donc... non, on ne peut pas dire que c'est genre que par exemple à New York, à Manhattan aujourd'hui, on est moitié des tradwives. Non, c'est pas comme ça. Mais ça marche énormément sur les réseaux sociaux. Mm-hmm. C'est très aspirationnel, c'est très... en fait, c'est très esthétisant aussi. Hein. Non, mais on a une série pour enfants qui s'appelle CoComelon, où c'est genre là, c'est ce genre de choses. Et t'es vraiment hypnotisé. J'ai l'impression que le contenu des tradwives, c'est un peu CoComelon pour les adultes, en fait. Elle est là, elle fait son petit sourdough, elle est toute jolie, toute coiffée, maquillée. Elle était juste là, waouh, c'est beau quand même. Mais après, si on veut parler de The Woman You Want to Be is Rich,
on va citer les 2 qui sont les plus connus sur Insta. C'est Ballerina Farm. Son mari est héritier d'une compagnie aérienne. Ils sont hyper riches, même avant tout. Enfin, là, elle a un niveau de succès où elle est riche elle-même aussi, mais il l'était déjà bien avant. Et Nara Smith, enfin, elle est millionnaire, enfin, fois 100, je sais pas, mais elles sont toutes les 2 incroyablement riches. Mais on va jamais parler de ça. On va parler des œufs, on va parler des enfants, on va parler des choses un peu relatable, si tu veux. Tu vois, moi, je suis juste comme toi, maman à la maison. Bah non, pas du tout. Il y a une heure de nounou planquée dans l'autre pièce et puis le ménage est fait 3 fois par jour. Oui. C'est ça. Non, mais ce qui nous revient à cette... ça nous ramène à cette conversation du début, en fait. Il y a quand même, dans le fait de parler de thunes, une envie de débunker les mensonges. Pour moi, l'argent, c'est un peu le squelette d'une vie, si tu veux. Squelette. Ouais. C'est les os. Enfin, et je sais pas. Pour moi, ça se voit tellement chez les tradwives. C'est hilarant, en fait. Tu connais ce mime, vous l'avez, ce mime en France, où c'est une femme, c'est une sim qui est sur son ordi alors que son bébé brûle à côté. Genre, et souvent, mais genre, not now, mommy's busy. Mais pour moi, c'est trop ça, les tradwives. Elles se filment 20 fois par jour en faisant des recettes hyper compliquées, en faisant des trucs qui ont clairement demandé énormément de travail. Et en même temps, elles ont genre 8 enfants. Ouais. Et je suis là, mais où sont ces enfants, quoi? Genre, maman, on a faim. C'est vrai que même ce truc-là est pas crédible. Mais pas du tout. Non. Si quelqu'un, si les auditrices ou auditeurs qui nous écoutent ont déjà essayé de faire du pain avec 3 enfants de moins de 5 ans à côté, on sait bien que c'est impossible. Tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est que, autant l'image sur le tradwife et la perfect mother, c'est très populaire aux États-Unis. On a aussi, ça commence tout doucement, mais j'ai une très très bonne copine qui fait parfois des vidéos sur le sujet. Elle dit je suis un père formidable. Je ne suis pas une super mère selon nos critères de ce que c'est une bonne maman, mais je suis un père formidable, exceptionnel, parce que c'est elle plutôt qui est orientée carrière. Les 2 travaillent, mais c'est plutôt elle elle doit voyager pour le travail. Elle est beaucoup plus. C'est lui le parent principal, si tu veux. Mm-hmm. Et elle a dit, en fait, au début, quand mon fils était un bébé, je m'en voulais tout le temps. Je faisais une grosse dépression. Je savais que j'échouais, que je n'étais pas ce qu'on appelle une bonne maman, que j'avais pas ces réflexes, que je me sacrifiais pas assez, que je passais pas suffisamment de temps avec mon enfant, etc., etc. Mais un jour, je me suis levée et je me suis dit, pourquoi on a ces standards pour une mère et pas pour un père, alors qu'on a tous les 2 fait cet enfant? Pourquoi ça peut pas être lui qui est plus présent à la maison, qui s'occupe plus de l'enfant, qui va, par exemple, appeler le médecin ou appeler l'école ou connaître les parents de ses amis, etc. Eh bien, si, ça pourrait tout à fait être le cas. Mais il faut que je me pardonne et que j'accepte que je suis un père formidable selon nos critères. À chaque fois qu'elle va parler de ça sur Internet, mais le niveau d'abus elle va recevoir dans ses commentaires... Ouais. Mais je pense que c'est vraiment ça la question. Pourquoi c'est aussi tabou? Pourquoi on va plutôt dans la direction « Oh, c'était mieux dans les années 50 » quand les femmes n'avaient même pas le droit à un compte bancaire. Elle dépendait 100% de l'homme. Pourquoi on va dans ce sens-là et pas dans ce sens « En fait, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le travail n'est pas partagé alors qu'on travaille tous les 2 en dehors de la maison ?» Ça, je ne comprends pas. On a vraiment peur de ça, j'ai l'impression. Oui, la culpabilité, c'est vraiment nos barreaux invisibles à nous, les femmes. Hein. C'est ce qui nous auto-maintient dans des positions... Et c'est les femmes qui sont dures avec elles-mêmes. Les femmes sont très dures avec elles-mêmes. Après, il y a quand même une réalité, et moi, que je découvre de plus en plus en étant une des 2 adultes d'une famille recomposée avec 4 enfants. C'est vrai que c'est extrêmement dur d'avoir 2 parents qui travaillent et 4 enfants à élever. C'est super dur à tenir. Et donc, cette difficulté-là fait que il faut en parler sans cesse, que des habitudes peuvent vite être installées. Alors moi, j'ai un conjoint qui est super déconstruit, donc en fait,
quand je te dis ça, ça va même plutôt être lui qui va prendre beaucoup de charge mentale et de charge domestique. Tant mieux. Oui, tant mieux pour moi. mais je suis quand même obligée de faire attention à ça. Enfin, j'essaye en tout cas, parce que je me retrouve aussi dans le rôle, dans le rôle inverse. Enfin, cette recherche d'équilibre, elle est super compliquée, elle est très fragile. Enfin, un coup de vent et puis et l'équilibre et le château de cartes s'écroule en fait. Tout à fait. Mais je peux imaginer, mais je pense qu'il n'y a pas assez de femmes, de jeunes femmes, qui se posent ce genre de questions avant de se marier, avant de faire des enfants. Parce qu'on aime dire en anglais que les hommes veulent des enfants comme les enfants veulent des chiots. Ce serait fun. Ils imaginent plutôt les week-ends, les vacances, les moments légers, quoi. Leur apprendre le basket. Oui, tout à fait. Et c'est pas ça au quotidien. Non, c'est pas ça au quotidien. Cette question, évidemment, que je dois te poser... aux États-Unis, on parle vraiment beaucoup plus d'argent. Beaucoup plus. Beaucoup plus, tout le temps. Oui. Et tout est transactionnel. Oui et non. Mais on a clairement beaucoup plus d'ouverture. Et comme j'ai dit, dans le bon et mauvais sens du terme. Parfois, on est vraiment ostentatoire. Mais, par exemple, ce serait beaucoup plus facile pour moi d'aborder le sujet de salaire avec des amis américains qu'avec des amis français. Ça, c'est clair. En parlant de salaire, alors ça c'est un autre truc que j'aime beaucoup chez toi, c'est que tu communiques de façon hyper transparente sur plein de sujets. Oui. Alors tu communiques sur ton business model, très à l'aise avec ça, sur la part de chance que tu as eu dans un monde où tout le monde se gausse d'être complètement self-made. Tu dis il y a quand même eu un côté bon endroit, bon moment, karma. Oui. Oui. Tu dis la façon dont tu te rémunères. Et alors, il y a ce truc assez intéressant, c'est que dans ta boîte, où il n'y a que des femmes, une équipe assez restreinte, tu n'es pas celle qui te paye le plus. Non, jamais. Ça n'a jamais été le cas depuis 10 ans. Et alors pourquoi ? Qui est-ce que tu payes plus que toi ? La vendeuse. Ouais, la commerciale. Plusieurs personnes, mais la vendeuse surtout. Parce qu'elle fait tourner la boîte en quelque sorte. C'est elle qui ramène l'argent. Pas tout, mais oui, une bonne partie. Bien sûr. Et c'est aussi, ça adhère aux standards de l'industrie. Mais déjà, j'ai un autre... j'ai aussi des livres. Et j'ai un LLC, c'est une petite entreprise solo-entrepreneur pour mes livres. Et ça fait partie de ma vie aussi. Donc, j'ai quand même 2 salaires, si tu veux. J'ai 2 income. Donc, j'ai pas besoin forcément. Et d'un point de vue pragmatique, et je préfère me mettre moins de pression en tant que chef pour laisser plus de temps. Déjà, on a la semaine de 4 jours, mais aussi sur mes autres projets qui me tiennent à cœur aussi, plutôt que de me payer un salaire énorme qui me mettrait beaucoup de pression, en fait. L'argent, c'est de la pression. Tu penses que plus on est payé et plus on a de pression ? Tout à fait. Qu'on se met toute seule. Tout à fait. Et ça nous empêche aussi d'expérimenter dans la vie trop d'argent. On a une expression en anglais, golden handcuffs, des menottes d'or, où une fois que tu gagnes un certain montant d'argent, tu peux jamais en gagner moins, en fait. Et ta vie est tellement calcifiée autour de ce salaire. Et enfin, la quantité, je pense qu'on connaît tous des gens qui sont bloqués dans des carrières qu'ils n'aiment pas forcément. Oui, puis qui sont empêchés par des emprunts, par des frais trop élevés. Et il faut pouvoir continuer à maintenir ce rythme de vie. Exactement, et c'est ce que je veux éviter. Et c'est aussi, par exemple, je passe tout l'été en France. Je ne pourrais pas faire ça si j'avais besoin de gagner 2 fois plus avec la boîte. Hein. Tu as également installé cette semaine de 4 jours. Oui. Alors ça, je trouve ça très cohérent avec tout ce que tu racontes. Oui. Oui. C'est bien. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui font ça. En fait, on en parle beaucoup, mais on n'en connaît pas beaucoup qui le font. En fait, on a mis en place cette expérience à base de plusieurs études sur le sujet qui montrent que dans beaucoup de cadres professionnels, alors qu'on est censé faire une semaine de 40 heures, au final, on travaille beaucoup moins que ça en termes de vrai travail, concentré, etc. Encore moins quand on est au bureau. Parce que on bavarde, on prend des cafés, on sort, etc.
Et donc, du coup, on voulait voir combien d'heures par semaine il demandait vraiment de faire ce qu'on avait à faire. Et on n'est jamais revenu en arrière. Et en plus, moi, je suis pas maman, mais la moitié de l'équipe l'est. Et pour elle, pour moi aussi, c'est génial, mais pour elle, ça change la vie, en fait. Parce que, c'est... Bon, il y a quand même quelques jours par semaine où il faut trouver un moyen de garder l'enfant et tout, mais d'avoir un jour de moins, ça change énormément et ça rend... Je trouve qu'on paye des salaires corrects, mais c'est un perk qui est tellement... Un perk qui est tellement indispensable. Un perk... un bonus. Game changer, un bonus. Un bonus qui est tellement indispensable que tout le monde qui est chez nous est là depuis toujours, en fait. Personne ne part. Donc, tu as un petit gynécée, un regroupement de femmes. Oui. Ouais. Oui, et c'est vrai qu'après, ça revient à la question d'avant sur l'argent, si c'est vu comme étant un objectif en soi, ça te mène toujours vers les mauvaises choses, les mauvais instincts et tout. Alors que si l'objectif, c'est plus de temps, plus de liberté, plus d'options, plus de choix, etc., là, je pense qu'on prend les bonnes décisions. Comment est-ce qu'aujourd'hui, tu qualifierais, toi, après ces années de travail sur ce sujet-là, comment est-ce que tu qualifierais ton rapport à l'argent ? Je pense que politiquement, j'ai été assez radicalisée. Au début, je vote Obama, quoi. Mais ça me regardait pas trop. Et là, je suis plutôt engagée dans la politique de gauche aux États-Unis. Et beaucoup de notre contenu, ça a un vrai côté politique. Et je vois énormément l'injustice économique. En France aussi, mais les États-Unis, c'est mon pays, donc je dirais que je suis plus rageuse, peut-être, moins gênée, beaucoup moins gênée. Hier, on voulait me poser une question sur l'argent, et elle m'a dit si c'est pas indiscret. Et j'ai fait, mais non, des questions d'argent, c'est jamais indiscret avec moi. Et donc, il n'y a vraiment aucune question qui me gêne, aucun truc sur lequel je ne suis pas ouverte. Donc, ça, c'est bien, parce qu'avant, j'étais extrêmement gênée. Et j'avais honte de moi-même, et honte de mes racines, et honte de mes erreurs dans le passé, et tout ça. Et j'avais vraiment ce sentiment de devoir de me prouver en tant que businesswoman, en tant qu'adulte, en tant que femme, etc. Et je dirais aussi, je pense que je suis beaucoup plus capable de repérer ce qui apporte de la valeur dans ma vie. Par exemple, je passe l'été en France. Je pense pas... si, je vais peut-être acheter un truc, genre, si je trouve peut-être, je sais pas, un joli bol ou un truc comme ça, mais faire du shopping, ça m'intéresse beaucoup moins. Il y a beaucoup de choses qui, au début, étaient une sorte de novelty. C'était cool. Pour moi, la première fois où j'ai vraiment pu rentrer dans un supermarché et faire mes courses sans regarder les prix, c'était le paradis sur Terre. Et aujourd'hui, les dépenses comme ça, oui, ok, c'est bien d'acheter des produits de qualité, c'est sûr. Mais cette façon d'être émerveillée par la capacité de dépenser de l'argent, j'ai presque plus aujourd'hui. Ah, tu l'as plus. C'est un peu triste, non ? C'était bien de l'avoir, cette conscience qu'on a, de la chance qu'on a de ne pas regarder les prix. Je reconnais la chance que c'est, mais ça ne m'apporte pas forcément de bonheur de faire... C'est spécifiquement les achats qui me font beaucoup moins plaisir aujourd'hui qu'il y a 10 ans. C'est pas un truc que je vais chercher à faire. Après, encore une fois, il y a une vraie division entre ce qui apporte bonheur et ce qui l'apporte pas. Je m'identifie beaucoup moins avec mes achats. Mm-hmm. Avant, ma capacité d'acheter quelque chose, ça voulait dire quelque chose sur moi-même. C'était aussi beaucoup sur les vêtements,
même des trucs genre les restos où je peux aller, les vacances que je peux prendre, ce genre de choses, c'était plus sur l'identité que sur l'expérience en soi. Maintenant, c'est totalement l'expérience. C'est les moments, c'est le temps. C'est le moment et moi, je suis qui je suis en dehors de ces achats. Et ça, je pense que oui, il faut toujours apprécier cette capacité de ne pas regarder les prix, ça c'est sûr. Mais souvent, les gens, en fait, ils arrivent à ce palier où ils peuvent s'acheter ce qu'ils veulent et ils apprécient peut-être, mais en fait, c'est toujours une over-identification avec ces achats. Par exemple, les hommes et les voitures et les montres et les trucs comme ça s'arrête jamais. Et je pense que la prochaine étape, ça doit être comment je peux me découpler de ces achats. Ce qui est un sujet de fond effectivement très intéressant et qui n'implique pas que l'argent. Acheter des choses, acheter une voiture, acheter des meubles de designer, avoir un certain goût, c'est une façon très raccourcie de montrer aux gens qui on est. Sans avoir à se présenter, sans avoir à expliquer, sans avoir à faire tout le discours, c'est tiens, regarde, j'ai un meuble de telle référence, un vêtement de telle marque. Normalement, si tu as ces références-là, tu vas capter en 2 secondes à qui tu as affaire. Tout à fait. Mais par contre, les bonnes affaires, là, ça me fait toujours autant de plaisir. Parce que c'est cool quand même. Moi, j'ai grandi avec un père qui me traînait dans des brocantes et des vides-greniers absolument tous les week-ends pour chercher la bonne affaire. Et je trouve que c'est très sympathique, cette recherche-là. C'est un petit côté chercheur de trésors, je trouve. Même quand tu reviens avec une cuillère en étain qui vaut pas un sou. Je trouve qu'il y a un truc très sympa. Dernière question, Chelsea. Est-ce que tu penses que l'argent fait le bonheur ? Oui. Oui. Après, ça veut pas dire que ça... En fait... Non, ça n'achète pas le bonheur, mais c'est un critère de fond, en fait. Si on n'a pas... En fait, on a tendance à confondre les deux, mais la vérité, c'est que sans argent, on n'a pas la liberté d'être vraiment heureux. C'est-à-dire, même si tout va bien en dehors de ça, si tu stresses pour ce qui va se passer à la fin du mois parce que tu n'arrives pas à payer ton loyer ou tu n'as pas assez à manger... Bah non, t'as pas le privilège d'être heureux. Et je pense que bonheur, c'est peut-être pas le bon mot non plus, parce que c'est presque une sensation de paix, en fait, de satisfaction, de sérénité. De sérénité, tout à fait. Et après, à partir d'un certain montant, clairement, ça n'augmente pas le bonheur, ça ne rapporte pas de joie ni de proximité. En fait, on sait très bien, quand on regarde les chiffres, que ce qui rapporte du bonheur après les bases, c'est la communauté, c'est les autres. Je trouve aussi que c'est souvent les gens qui ont les moyens qui vont dire que l'argent n'achète pas le bonheur. Ils vont te rappeler que même les riches, ils peuvent être tristes et tout ça. Oui, ok, mais... déjà, je préfère largement pleurer dans une jolie maison que dans la rue, déjà. Mais pour moi, c'est tellement con de dire à quelqu'un qui galère, oui, mais en même temps, l'argent n'achète pas forcément le bonheur. Ok, mais tu as suffisamment de base, tu as assez de de check boxes pour pouvoir construire le bonheur. Si après, ça va toujours pas, c'est pas toujours de ta faute, mais bon, ça veut pas forcément dire que t'es heureux, mais au moins t'as l'opportunité de te demander, de te poser la question de ce que c'est le bonheur pour toi. Tu as la flexibilité, tu peux changer d'avis, tu peux faire des erreurs, tu peux déménager, tu peux aller voir des gens, tu peux aller au restaurant. Enfin, il y a tellement de choses que tu peux aller faire pour peut-être trouver ton bonheur. Ça veut pas forcément dire que tu vas le trouver, mais tu as cette liberté. Et je trouve que c'est souvent ça où les bourgeois, les gens qui ont l'argent, surtout les gens qui ont l'argent depuis toujours, ils ne se rendent pas compte que c'est cette liberté, cette flexibilité qu'ils ont toujours eu toute leur vie. Et c'est une sorte de bulle qui te protège toujours. Et tu le vois jamais, c'est invisible pour toi. Mais pour ceux qui l'ont pas, c'est le paradis sur Terre, quoi. Merci Chelsea Fagan. Merci à toi. Thune.
le premier podcast intime sur l'argent.